Monsieur le maire, mes chers collègues, en France comme à Paris, les associations font chaque jour face à l'explosion de la pauvreté, au détricotage de nos services publics, au point de ne plus pouvoir venir en aide à toutes celles et ceux qui en ont besoin. Et que fait le groupe Changer Paris pour sa dernière niche de la mandature? Il s'attaque aux associations. Chapeau! Et c'est une attaque en règle, dont la droite est coutumière dès qu'elle arrive au pouvoir. Pécresse et son comité de la hache ne faisaient pas mieux dès 2016. Chaque année, depuis, elle a baissé de plus de 250 millions l'enveloppe dédiée, supprimant de fait des milliers d'emplois et en mettant sur la paille des centaines d'associations d'intérêt public dans des domaines aussi essentiels que la solidarité, l'accès aux soins, à la culture, aux pratiques sportives et j'en passe. Vous voulez ici reprendre les mêmes méthodes. Ce choix vise soi-disant à assainir les finances de la ville. Mais que représentent 271 millions que vous ciblez face au budget global de Paris? Quel en serait le coût social pour nos concitoyens les plus précaires si elle venait à disparaître? Pour vous, cela semble secondaire. Cette croisade, c'est votre marqueur politique. Quand le gouvernement pointe la dette, la droite française regarde le doigt. En 2024, le Conseil économique, social et environnemental rappelait que la part des subventions publiques dans le budget associatif a chuté de 41% entre 2005 et 2020. Moins de soutien public, c'est plus de précarité pour les structures associatives, plus de fermeture de services et moins de cohésion sociale. À Paris comme ailleurs, cette logique mène dans le mur. Face à cela, nous assumons un choix politique, celui de maintenir et de renforcer notre soutien au tissu associatif, fort de 80 000 structures animées par plus de 600 000 bénévoles et salariés. La relation qu'établit une collectivité avec le monde associatif est très révélatrice de son programme et de son projet politique. Les associations sont un des piliers de notre vie démocratique, sociale et culturelle, ainsi que de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes fiers de soutenir des associations que vous critiquez constamment, telles que SOS Méditerranée, Accord et bien d'autres encore. Elles incarnent l'engagement et l'humanité de la ville envers les réfugiés, les migrants et les publics précaires, comblant les manquements de l'État. Cette solidarité nous unit à l'opposé de la dérive réactionnaire et déshumanisante que vous représentez. Quant à vos critiques sur la coopération internationale, elles traduisent une incompréhension profonde ou un rejet idéologique de ce qu'est réellement la coopération décentralisée. Il ne s'agit pas d'un gadget diplomatique ou d'un supplément d'âme. C'est un outil reconnu et encadré par la loi qui permet aux collectivités d'agir conjointement avec des collectivités étrangères pour répondre à des enjeux partagés, l'accès à l'eau, le climat, l'égalité femmes-hommes, l'éducation, la résilience urbaine. Le Sénat lui-même, dans ses publications, rappelle que cette action est non seulement légale, mais utile et stratégique. Elle favorise le rayonnement international des territoires et renforce leur capacité d'action face aux défis mondiaux. En tant que capitale, Paris porte cette responsabilité particulière de ville-monde. Les 2% de subventions que vous dénoncez permettent de financer plus de 70 partenariats internationaux et notre participation à de grands réseaux urbains mondiaux. Faut-il le rappeler? La coopération locale, c'est aussi la diplomatie de la paix, la prévention des conflits, la défense des droits humains à hauteur de ville. En restreindre la portée sous prétexte d'intérêt local immédiat serait non seulement mesquin, mais contre-productif. Mais surtout, ce que vous proposez ouvre la porte à un contrôle politique des projets subventionnés. Ce n'est pas une dérive théorique, elle est déjà en cours ailleurs. Par exemple, récemment à Marseille, l'école de cinéma Courtrage-Mé a vu sa subvention de 75 000 € brutalement supprimée après un signalement du Rassemblement national pour l'usage dont vous rigoliez tout à l'heure, M. Granier, pour l'usage de l'écriture inclusive dans un document. C'est cela, concrètement, le type de censure idéologique que permet votre logique. Ce n'est plus du contrôle, c'est de l'intimidation culturelle et politique. Et nous sommes bien sûr favorables à la transparence et à l'amélioration continue des processus, mais ce que vous proposez, ce n'est pas une réforme, c'est une mise sous surveillance du monde associatif. Vous proposez de substituer la suspicion à la confiance et la peur au débat démocratique.